Le juge Arun Subramanian était sur le banc, et les témoignages devaient reprendre sous peu. Avant de continuer, nous vous prions de vous abonner pour atteindre les 1000 abonnés et soutenir la chaîne. Il avait rejeté une demande de l'équipe de défense concernant une question scellée relative à un juré, sans en donner davantage de détails, laissant la nature de la demande floue. La semaine précédente, la défense et les procureurs avaient discuté d'une affaire sous scellé impliquant le juré numéro 7, à propos de communication avec un ancien collègue concernant son rôle dans le jury, comme indiqué dans une lettre déposée par le gouvernement. Brendan Paul, ancien assistant de Sean Diddy Combs, était le prochain témoin appelé à la barre. Il devait témoigner jusqu'à la fin de l'audience, prévue vers 13h ce jour-là. Tous les jurés n'étaient pas encore arrivés, et le tribunal avait été momentanément suspendu. Brendan Paul a donc témoigné à la barre, interrogé par la procureure Christy Slavic. Il a expliqué qu'il avait commencé à travailler pour Sean Combs à la fin de l'année 2022, après avoir terminé ses études universitaires, et qu'il avait cessé de travailler pour lui lorsqu'il avait été arrêté, le 25 mars 2024, dans un aéroport de Miami. Il a précisé qu'il partait en vacances en famille avec Combs quand il avait été arrêté pour possession de cocaïne. C'était dans mon sac Goyard pour mes tâches d'assistant personnel, a-t-il dit. Paul a raconté qu'il balayait la chambre de Combs et qu'il avait saisi la cocaïne pour la déplacer, mais qu'il avait oublié de la retirer de son propre sac avant le départ. Il a également expliqué qu'il avait été mis au courant de l'opportunité de devenir l'assistant personnel de Combs par Eli Maroun, un ancien assistant de ce dernier. Il m'a dit de partir, de rentrer, de rompre avec ma petite amie et de ne plus jamais revoir ma famille, a témoigné Paul. Il a expliqué avoir compris à ce moment-là que ce serait un travail très tumultueux qui exigerait toute mon attention. Il a passé un entretien à l'automne 2022 dans la maison de Combs à Los Angeles. Avant d'entrer, il avait présenté sa pièce d'identité au service de sécurité et signé un accord de confidentialité. Il avait ensuite rencontré Christina Coram, alors chef de cabinet de Combs, ainsi que Frankie Santella, son manager musical, durant environ 20 minutes. Il a commencé à travailler quelques jours plus tard. Durant ces premières semaines, il travaillait depuis la maison de Combs à Los Angeles, principalement sous les directives d'autres assistants. Il partageait les tâches d'assistant avec eux et aidait à la gestion des voyages, de l'emballage, des séances de sport, des repas et de la musique. Il a aussi déclaré rouler des joints de cannabis dans le garage. Il travaillait généralement entre 80 et 100 heures par semaine, 4 à 6 jours, mais était constamment de garde. Son salaire initial était de $75 000 par an, augmenté ensuite à $100 000, payé par Combs Enterprise. Paul a raconté qu'il voyageait fréquemment pour son travail. Il a utilisé le jet privé de Combs 3 ou 4 fois, mais voyageait souvent séparément pour arriver en avance et préparer ses chambres. Ainsi, à l'arrivée, tout se passait parfaitement, et il avait tout ce dont il avait besoin, a-t-il expliqué. D'autres employés comme des stylistes ou photographes voyageaient parfois avec lui. Quand il voyageait pour Combs, le responsable des voyages réservait ses billets. Il a aussi parlé de la période la plus intense sans sommeil. Le lancement du dernier album de Combs à New York, où il est resté éveillé environ 3 jours, ne faisant que quelques siestes. J'étais jeune, alors j'ai pu supporter ça, a-t-il ajouté. Il a témoigné avoir pris de l'Adderall prescrit et consommé occasionnellement de la cocaïne pour rester éveillé, ainsi que fumer de la marijuana pendant son emploi. Sa mission principale, selon lui, était de s'assurer que Combs soit toujours heureux. Il a précisé que Combs disait à ses assistants de fonctionner comme la SEAL Team 6. Il a raconté que Combs l'avait renvoyé 2 ou 3 fois. Il se souvenait en particulier d'un incident à la fin octobre ou au début novembre 2023, quand il avait oublié le sac banane Lululemon de Combs, alors qu'il voulait aller se promener. « Je ne veux pas te voir », lui aurait dit Combs. « Appelle Kaka et dis-lui que tu es viré. » Christina Coram lui aurait alors conseillé de faire profil bas, puis l'aurait envoyé préparer la chambre d'hôtel de Combs à Londres pour son anniversaire. Combs n'a plus jamais reparlé de cet incident. Paul a aussi expliqué qu'il était inutile de s'adresser aux ressources humaines en cas de problème. Selon lui, toute plainte devait être adressée à Combs ou à Coram. Il a affirmé avoir vu Combs consommer des substances, notamment cocaïne, kétamine, ecstasy et marijuana, environ 1 fois par mois, mais qu'il y avait aussi des moments où il semblait simplement sous l'effet de substances. Le jury a vu une photo prise par Paul au début de son emploi, montrant de l'ecstasy,
une forme de poudre de kétamine et de molly teintée en rose, pour l'esthétique, selon ses propos. Il a précisé que Combs, ou un autre assistant, lui demandait parfois de se procurer des substances pour Combs. Il achetait de la marijuana environ tous les 2 mois, pour $4 200 les 473 millilitres, auprès de Philip Pines, un autre ancien assistant de Combs. Il a déclaré avoir acheté d'autres substances moins de 10 fois, payant parfois entre $300 et $500 pour 1 à 2 grammes, ou recevant des colis sans payer lui-même. Il envoyait parfois un message à un dealer, qui venait livrer les substances directement au domicile de Combs. Le jury a vu des échanges de messages datant de février 2024 entre Paul, un dealer, et Jonathan Perez, un autre assistant de Combs. Perez aurait mis Paul en contact avec le dealer pour obtenir des substances pour Combs. « C'est pour toi ou pour Puff ?» demandait le dealer. « Puff », avait répondu Paul, selon les messages lus à haute voix. « Mais s'il vous plaît, ne le révélez pas, vous ne pouvez le dire à personne. » Une fois les substances récupérées, Paul les remettait directement à Combs, ou les plaçait dans une pochette Gucci dédiée. Il a aussi affirmé qu'il allait chercher des médicaments sur ordonnance pour Combs en pharmacie, soit sous son vrai nom, soit sous le pseudonyme Frank Black. Le jury a vu un message que Combs avait envoyé à Paul le 14 février 2024 pour lui demander du Xanax. Paul a témoigné que Combs n'avait pas d'ordonnance pour ce médicament et qu'il n'avait pas pu s'en procurer. Brendan Paul, ancien assistant de Sean Diddy Combs, a déclaré que Christina Coram, l'ancienne directrice de cabinet de Combs, ne voulait pas vraiment qu'il soit impliqué dans des soirées de rois sauvages, sans donner de raison précise, bien qu'il ait lui-même organisé et nettoyé plusieurs de ces soirées. Il a précisé que Coram les appelait « soirées de rois sauvages ». Il se souvenait que Jane, l'une des accusatrices, participait à ces soirées pendant la période où elle était en relation avec Combs. Paul a expliqué que ces « soirées de folie » incluaient la fête, l'alcool, les rapports intimes et les substances. Selon lui, ces soirées avaient initialement lieu dans des hôtels, mais Combs avait cessé de les organiser dans ces lieux après le procès intenté par Cassie. Lorsqu'il devait préparer une soirée de roi sauvage, Paul veillait à ce que la pièce contienne de l'huile pour bébé, de l'alcool, des petits articles de toilette, ainsi que des draps et serviettes supplémentaires. Une liste d'objets à réunir circulait entre les assistants. Paul s'approvisionnait souvent auprès des gestionnaires immobiliers de Combs. Il précisait que lorsqu'il payait de sa poche avec sa carte personnelle, il était ensuite remboursé par le service financier de Combs. Il a raconté avoir remis une fois $5 000 en espèces à Combs avant l'une de ses soirées, argent obtenu via la sécurité. Un autre assistant lui aurait confié avoir déjà laissé de l'argent liquide dans une enveloppe à la réception d'un hôtel. Combs le contactait parfois pendant ses soirées via message audio ou FaceTime. Le jury a vu une photo de tenue envoyée par Paul à Combs depuis un sex shop. Combs lui avait demandé d'y aller alors qu'il était avec Jane, mais n'avait plus répondu après la réception de la photo. Paul a déclaré avoir nettoyé environ 3 ou 4 fois les chambres après ces nuits folles du roi. Il se souvenait des chambres en désordre. Il empilait les serviettes et draps usagés, jetait les bouteilles d'huile et d'alcool vides, tout en portant des gants pour des raisons d'hygiène. Un jour, il a remarqué une poudre blanche qu'il pensait être un résidu de substance. Le jury a vu une photo d'une chambre d'hôtel dont les meubles étaient recouverts de draps. Paul avait envoyé cette photo à la responsable des voyages de Combs pour la prévenir d'éventuels frais liés aux dégradations. Ils ont aussi vu un selfie daté du 25 mars 2024 montrant Combs, Coram et Paul dans un jet privé avant l'arrestation de ce dernier pour possession de cocaïne à l'aéroport exécutif de Miami-Opa-Locka. Selon Paul, il partait aux Bahamas avec la famille Combs. Il a précisé qu'il n'avait pratiquement plus eu de contact avec Combs depuis ce jour. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas précisé aux autorités que la cocaïne ne lui appartenait pas, Paul a répondu « Par loyauté ». Il a affirmé que les accusations avaient été abandonnées « parce que j'ai un très bon avocat ». Il avait suivi plus de 20 cours sur les substances et effectué des tests de dépistage aléatoires. L'avocat de la défense, Brian Steele, a alors commencé son contre-interrogatoire, abordant d'abord le parcours de Paul, qui avait joué dans l'équipe de basket de l'université de Syracuse. Paul a déclaré avoir travaillé dur et être perfectionniste. Il était prêt à faire de longues heures pour Combs, grâce à qui il avait acquis une bonne visibilité dans l'industrie musicale. Il a précisé que la manipulation de substances représentait une partie très minime de son travail. « Vous n'étiez pas une sorte de passeur de substances, n'est-ce pas »
a demandé Steele. Absolument pas, a répondu Paul. Il pensait que les substances étaient destinées à l'usage personnel de Combs. Steele a alors demandé si les nuits de Roi Sauvage étaient elles aussi de nature personnelle. J'ai considéré cela comme une évasion, a répondu Paul, expliquant qu'il pensait que c'était un moment où Combs voulait être seul avec Jane. Paul a témoigné qu'il échangeait souvent avec Jane, avant et presque à chaque fois après ses soirées, sans jamais remarquer qu'elle hésitait ou refusait d'y participer. Steele est revenu sur l'arrestation de Paul le 25 mars 2024. Paul a expliqué que cette arrestation concernait une petite quantité de cocaïne destinée à Combs, qu'il avait accidentellement laissée dans son sac. Il a déclaré que ni Combs ni Coram ne lui avaient demandé de voyager avec la substance. Il avait affirmé aux forces de l'ordre que tout dans le sac lui appartenait, puis s'était effondré quand un agent avait sorti la cocaïne, car il n'avait pas l'intention de voyager avec. Steele lui a demandé s'il travaillerait pour un criminel. Absolument pas, a répondu Paul. Quand Steele lui a demandé s'il se sentait redevable à Combs, Paul a rétorqué « Je suppose que tu veux dire quoi par endetté ?» Il a reconnu avoir beaucoup appris de Combs et vécu de bonnes expériences. Pour la plupart, a-t-il dit. Le contre-interrogatoire s'est terminé et la procureure adjointe Christy Slavic a repris l'interrogatoire. Elle lui a demandé ce qu'il pensait qu'il se passait pendant ces nuits de Roi Sauvage. Il y avait des rapports intimes et des fêtes, a-t-il répondu. Il a précisé qu'il n'était jamais présent dans les chambres et ne pouvait donc pas confirmer s'il s'y passait quelque chose d'illégal. Slavic lui a alors demandé « Assis ici aujourd'hui, que pensez-vous de M. Combs ?»« C'est compliqué, » a déclaré Paul, avant d'être excusé. Le jury a ensuite vu des échanges de messages entre Combs et son ex-compagne Cassie Ventura, datant de mars 2017. Combs lui avait envoyé un numéro de chambre et demandé de l'appeler. Plus tard, Ventura avait répondu « C'est quoi ce bordel? Je crois que ce sera toujours noir ou blanc. Tu as balancé toutes mes conneries. » Dans d'autres messages, elle avait écrit « Tu m'as battu la tête », puis corrigé par « Batte-toi ». Combs avait répondu « Tu es fou. Arrêtons de te dire du mal et de m'accuser pour quoi que ce soit. » Ventura avait écrit « Je ne flippe pas, je peux revenir pour qu'on puisse parler, mais tu sais que je me bats. » Dans un message ultérieur, Combs demandait si c'était bien une rupture. « C'est vraiment comme ça que tu veux finir? Tu es sûr ?» Ventura avait rétorqué « Non, je ne veux simplement pas être battu pour avoir défié quelqu'un, ni jamais. Tu me traites comme si j'étais insignifiante. »« C'est vous qui avez commencé tout cela, » avait écrit Combs. Ventura avait poursuivi « Je suppose que je ne supporte pas les abus. Ça n'a aucun sens pour moi. » Et plus tard, « Tu m'as frappé à la tête 2 fois. Ça ne m'a pas fait du bien. Je sais que je ne suis pas folle. » Combs avait répondu « Je suis blessé. Vous m'avez manqué tellement de respect au cours des 12 derniers mois. » Et Ventura avait lâché « Waouh, tu crois que tu parles à un de tes petits connards? Ils peuvent t'avoir avec cette merde. J'en ai plus. » Il lui avait ensuite demandé si elle avait déjà eu des contacts avec des escortes. Ventura avait répondu le 18 mars 2017. « Tu es à un moment de ta vie où tu veux faire la fête et passer du bon temps. » Elle avait ajouté « Je dois me concentrer sinon je ne deviendrai jamais rien. » Elle avait aussi écrit « Je me suis tellement amusé à Miami que j'ai réalisé que j'avais ouvert la porte à ce qui était mon seul but en te voyant. » Puis, elle avait confié « Je savais que si j'avais dit non à New York, cela aurait été un problème. Et enfin, pour être honnête, tu me traites comme une prostituée. Tu veux toujours en appeler une, et tu en as une. Cette prostituée est là depuis 10 ans. » Combs avait simplement répondu « Waouh. » Ventura avait conclu « S'il te plaît, ne joue pas les victimes. Si tu pouvais consulter nos derniers messages, c'est tout ce que tu voulais, et c'est pour ça que j'étais en colère. J'aime nos relations amoureuses quand on le veut tous les deux. » Le jury a ensuite été dissous pour une courte pause. Avant la pause, la procureure adjointe américaine Emily Johnson avait présenté au jury un échange de textos entre Cassie Ventura et Sean Combs, datant du 2 mai 2017. Ventura avait écrit « Tu te fais avoir, tu me traînes par les cheveux dans le couloir. J'ai 30 ans, ce n'est plus un jeu. » Elle avait ajouté « J'avais peur de ta colère. Il m'arrive de dire des choses inconsidérées et je m'en excuse. Mais ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas,
et ton amour ne devrait pas être à la hauteur de ce que tu fais pour moi. Puis, les problèmes physiques, ça nous mène ailleurs. Boris a dû te plaquer, puf. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. J'ai des coupures qui saignent. Combs lui avait répondu qu'elle n'était pas reconnaissante pour une nuit qu'il avait organisée pour elle, et avait écrit « Je ne vais pas laisser quelqu'un me chier dessus alors que tout ce que j'ai fait, c'est être gentil. » N'importe quelle autre femme au monde aurait été si heureuse. Et tu es nul de ne pas rester honnête alors que tout le monde et moi savons que tu te comportais comme une garce. Il avait encore écrit « Tu devrais demander à quelqu'un comment tu t'es comporté. Puis, parle à tes proches, ils te le diront, ou pas. Parce qu'ils ne font que te piéger. Caca ne le fera pas. Parle-lui. » Ventura avait aussi envoyé un message à Christina Coram, directrice de cabinet de Combs. « Je suis sûr que vous ne voulez pas vous mêler de ça, mais il a dit que j'étais un connard. Ce que j'ai avoué, mais personne ne mérite d'être traîné par les cheveux. J'ai fermé la porte à clé pour ma sécurité. » Le juge était revenu sur le banc, et le jury était de retour après la courte pause. Emily Johnson avait ensuite poursuivi la lecture de messages versés au dossier. Le témoin suivant, Joseph Cherciello, agent spécial des enquêtes de la sécurité intérieure, était alors appelé à la barre. Même s'il n'était pas directement impliqué dans l'affaire, Cherciello avait examiné les tableaux de preuves préparés par les procureurs, afin de vérifier que les données contenues dans ces tableaux correspondaient bien aux éléments de preuve originaux. Des milliers de pages de messages textes, des téléphones et des dossiers financiers. Il avait expliqué que ces tableaux incluaient des informations sur les lieux, les noms des personnes impliquées, ainsi que les enregistrements de transport associés à diverses périodes. Il avait indiqué que les 44 entrées répertoriées couvraient la période de mai 2021 à août 2024, et que le seul nom féminin apparaissant était celui de Jane, une des plaignantes utilisant un pseudonyme. Cherciello avait noté qu'avant le dépôt de la plainte par Ventura, la plupart des lieux mentionnés étaient des hôtels. Après ce dépôt, plus aucun événement ne semblait avoir eu lieu dans un hôtel. Il avait également déclaré que 3 événements avaient été recensés après que Combs avait publié une vidéo sur Instagram, le 19 mai 2024. L'agent avait également analysé les documents liés à un séjour de Combs dans un hôtel de Los Angeles en janvier 2023. La réservation de la chambre avait été faite au nom de Joseph Chavez, et une facture de $3 750 mentionnait des meubles endommagés. Un rapport de l'hôtel signalait la présence de sécrétions corporelles sur le plancher et sur certains meubles de la chambre. Les preuves mentionnaient des textos échangés entre Combs et Jane. Ces messages montraient qu'ils avaient coordonné l'arrivée de 3 hommes à l'hôtel. L'un d'eux avait déposé $1 500 en liquide dans des distributeurs automatiques de billets à Los Angeles dans les jours suivant la réservation. Le jury avait vu un message envoyé par Combs à Jane, lui demandant de transférer $1 100 à Cowboys for Angels, un service d'escorte, pour couvrir des billets d'avion et un tarif de nuit. Les documents indiquaient également que Jane et Combs avaient séjourné ensemble à l'hôtel London de Los Angeles en avril 2023. Des messages entre Combs et un artiste documenté dans le dossier suggéraient que celui-ci les avait rejoints à l'hôtel. Après ce séjour, Combs avait reçu une facture de $1 800 pour des meubles et du linge de maison endommagé. Un rapport de sécurité faisait état de linge abîmé et d'odeur de tabac dans la chambre. Le rapport mentionnait que les serviettes de la chambre semblent être imbibées d'huile pour bébé, et qu'on retrouvait également de l'huile sur le tapis. Le jury avait aussi vu une note récupérée sur le téléphone du chef de la sécurité de Combs, Fahim Muhammad, datée du 25 avril 2024, indiquant $5 000 PD personnel Londres. Des preuves avaient montré que Muhammad tenait un registre de certains remboursements de dépenses personnelles en espèces pour Combs. Le jury avait ensuite pris connaissance de documents liés à un incident survenu le 18 juin 2024 au domicile de Jane. Jonathan Perez, l'un des assistants de Combs, avait envoyé un message à Fahim Muhammad, lui disant qu'ils avaient besoin de $600, car la police est sur le point de se rendre chez Jane. Plus tard, Perez avait envoyé un autre message à Muhammad et à Christina Coram. « Moi et Combs, on est en route vers la maison de Jane. » Le lendemain, Coram leur avait écrit pour demander à ce que quelqu'un vienne chercher PD, au plus vite. Durant cette conversation, Perez avait demandé à Muhammad d'apporter de l'argent liquide. Le 20 juin, Perez avait envoyé un autre message à Muhammad. « J'ai besoin de $3 500 en liquide au plus vite pour son invité.
je vais lui apporter. Le jury avait ensuite été dissous pour la journée. L'interrogatoire principal de l'agent Joseph Cerciello devait se poursuivre lundi matin. L'avocat de la défense, Marc Agnifilo, avait indiqué que la défense pensait terminer mardi ou mercredi. Le juge Arun Subramanian avait estimé que les parties se retrouveraient mercredi pour une conférence de mise en accusation, et que les plaidoiries finales pourraient avoir lieu jeudi, sous réserve de modifications selon la fin réelle de l'audience. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir et nous encourager à continuer à vous partager jour après jour les mises à jour sur cette affaire.